Il y a quelque chose que personne ne t'a jamais dit clairement. Pas ton école, pas ta famille, pas même les livres que tu as lus. Et pourtant, cette chose change absolument tout. Elle change la façon dont tu prends tes décisions, dont tu ressens les choses, dont ton destin se construit jour après jour, pensée après pensée. Cette chose, c'est ton esprit. Mais pas ton esprit au sens où tu le comprends aujourd'hui. Ce que la plupart des gens appellent leur esprit n'est qu'une toute petite partie de ce qu'il est vraiment. Imagine un iceberg. Ce que tu vois à la surface, c'est ta voix intérieure, tes pensées conscientes, tes raisonnements, tes plans, tes doutes. Mais sous la surface, il y a quelque chose d'immense, de silencieux, de puissant au-delà de ce que tu peux imaginer. Et si je te disais que 90% des êtres humains naviguent dans leur vie entière sans jamais toucher cette partie-là? Ils vivent en surface, ils réagissent, ils subissent, ils avancent à l'aveugle. Mais toi, tu es là, sur cette chaîne, en ce moment précis. Et ça, ce n'est pas un hasard. Le code cosmique des élus ne parle pas à tout le monde. Cette vidéo n'a pas été créée pour les masses. Elle a été créée pour ceux qui sentent, quelque part au fond d'eux-mêmes, qu'ils ne sont pas nés pour une vie ordinaire. Pour ceux dont l'âme vibre à une fréquence différente. Pour ceux qui ont déjà regardé le ciel la nuit et ressenti quelque chose, une connexion, un appel. Si tu es encore là, c'est que tu es l'un d'eux. Alors reste, parce que ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes va transformer quelque chose en toi. Non pas de façon abstraite ou vague, mais de façon réelle, profonde et permanente. Commence par cette question simple, mais qui cache quelque chose de vertigineux. Quand tu penses, qui pense? Prends un moment, laisse la question s'installer. Parce que si tu dis « c'est moi qui pense », alors qui est ce moi qui observe ses propres pensées? Qui est celui qui remarque qu'il est distrait? Qui est celui qui regarde ses émotions comme s'il les voyait de l'extérieur? Les neurosciences ont mis des décennies à commencer à cartographier ce mystère, et ce qu'elles ont découvert a ébranlé des certitudes que l'humanité portait depuis des siècles. Benjamin Libet, dans les années 80, a réalisé une expérience qui a changé la façon dont les scientifiques comprennent la conscience. Il a demandé à des sujets de faire un mouvement volontaire simple, lever un poignet, et de noter l'instant précis où ils avaient décidé de le faire. Résultat, le cerveau préparait déjà le mouvement plusieurs centaines de millisecondes avant que la personne ait conscience de sa décision. Réfléchis à ça. Ton cerveau décide avant que tu décides. Ou plutôt, une partie de toi décide et l'autre partie, celle que tu appelles « toi », reçoit l'information après. C'est troublant, presque effrayant, mais c'est aussi la porte d'entrée vers quelque chose d'extraordinaire. Parce que si une partie de toi agit avant ta conscience, alors cette partie-là, elle obéit à quoi? Elle est guidée par quoi? Et là, quelque chose de fascinant se produit, parce que la réponse n'est pas seulement neurologique, elle est aussi cosmique. Dans presque toutes les traditions spirituelles de l'histoire humaine, il existe une idée centrale, une idée que les Égyptiens appelaient Ka, que les Grecs appelaient Pneuma, que les traditions védiques appelaient Atman, et que les astrologues, depuis des millénaires, appellent tout simplement la carte natale. L'idée que tu n'es pas arrivé dans ce monde vide, que tu es arrivé avec une empreinte, une mémoire, une mission encodée dans les étoiles qui brillaient au moment précis de ta naissance. La plupart des gens sourient quand ils entendent ça. Ils pensent à des colonnes d'horoscopes dans les magazines, vagues et génériques, qui pourraient s'appliquer à n'importe qui. Mais l'astrologie dont je te parle n'a rien à voir avec ça. L'astrologie originelle, celle pratiquée dans les temples de Mésopotamie, dans les académies de l'Égypte antique, dans les cours des rois et des empereurs, c'était une science du timing, une science de l'alignement, une cartographie de l'âme. Et voici ce qui est fascinant. Les neurosciences modernes, sans le savoir, redécouvrent ce que les anciens savaient déjà. Le cerveau humain est fondamentalement un organe de réception et de traitement. Il ne crée pas la réalité, il la perçoit, il la filtre. Et les filtres qu'il utilise sont programmés très tôt, parfois même avant la naissance. Des études sur la plasticité neuronale ont montré que certains patterns neuronaux, certaines prédispositions émotionnelles et cognitives semblent être inscrits dans notre architecture neurale d'une façon qui ne s'explique pas entièrement par l'environnement ou l'éducation. Il y a quelque chose de plus profond, et les élus, ceux qui ont toujours senti qu'ils portaient quelque chose de particulier en eux, le savent instinctivement. Maintenant, laisse-moi te parler de quelque chose de précis que les neuroscientifiques appellent le réseau en mode de défaut, ou Default Mode Network. C'est un réseau de régions cérébrales qui s'active quand tu ne fais rien de particulier, quand tu rêves éveillé, quand tu laisses ton esprit dériver, quand tu regardes ton esprit penser. Pendant longtemps, les chercheurs croyaient que c'était simplement du bruit neuronal, un fond sonore sans importance. Ils avaient complètement tort.
Le réseau en mode de défaut est en réalité le siège de quelque chose de fondamental, ta narration intérieure, l'histoire que tu te racontes sur toi-même, ta relation avec le passé, l'avenir et les autres. Ce réseau est hyperactif chez les personnes déprimées, chez les personnes anxieuses, chez ceux qui restent coincés dans des cycles de pensées répétitives, d'auto-sabotage, d'émotions paralysantes. Mais chez les méditants expérimentés, chez ceux qui ont appris à travailler avec leur esprit plutôt que contre lui, ce réseau se calme, il s'harmonise, et quelque chose d'autre émerge, une clarté, une présence, un accès à des niveaux de traitement que le mode de défaut, quand il tourne en boucle, bloque complètement. C'est comme si tu avais une radio capable de capter des fréquences incroyables, mais que le volume de la station parasite était si fort que tu n'entendais rien d'autre. La plupart des gens vivent avec ce bruit toute leur vie, et ils ne savent même pas qu'il y a autre chose à écouter. Mais pourquoi certaines personnes y accèdent naturellement et pas d'autres ? Pourquoi certains êtres semblent habités par une intuition presque surnaturelle, font les bons choix au bon moment, comme s'ils entendaient quelque chose que les autres n'entendent pas ? Les astrologues ont une réponse. Les neuroscientifiques en ont une autre. Et ce qui est fascinant, c'est qu'au fond, elles se rejoignent. En astrologie, le placement de Neptune dans ta carte natale gouverne ta capacité à dépasser le voile de l'ego, à percevoir ce qui est au-delà du rationnel. Les natifs avec Neptune en maison 12 ou en aspect fort avec la Lune ou Mercure sont souvent décrits comme des êtres poreux, qui absorbent les atmosphères, les émotions invisibles, les signaux subtils. En neurosciences, ces mêmes personnes correspondraient probablement à ce qu'on appelle les highly sensitive persons, des individus dont le système nerveux traite l'information de façon plus profonde, plus riche, mais aussi plus intense. Ils ne sont pas fragiles, ils sont câblés différemment. Et leur défi, le défi des élus, c'est précisément ça, apprendre à porter cette sensibilité sans en être submergé, à canaliser ce flux d'informations plutôt qu'à s'y noyer. Parce que cette sensibilité, c'est une antenne. Et une antenne mal orientée ne capte que du bruit. Mais une antenne bien orientée capte le signal de l'univers. Il y a une histoire vraie que j'aime raconter, celle d'un homme qui s'appelait Nikola Tesla. Tesla était un génie de l'électricité, on lui doit l'essentiel du monde moderne tel que nous le connaissons. Mais ce que l'histoire officielle mentionne moins souvent, c'est que Tesla était aussi profondément mystique. Il parlait de recevoir des idées comme si elles lui tombaient du ciel et décrivait ses inventions comme des visions complètes, entières, qui apparaissaient dans son esprit avant même qu'il touche un crayon. Il disait « Mon cerveau n'est qu'un récepteur, il existe quelque part un noyau, une source de connaissance et de beauté. Je ne suis qu'une antenne. » Les physiciens quantiques d'aujourd'hui explorent des théories troublantes sur la conscience, suggérant que l'esprit n'est pas entièrement contenu dans le cerveau, que la conscience pourrait être, au moins en partie, un phénomène de réception plutôt que de production. Et si Tesla avait raison ? Et si certains cerveaux, certains esprits étaient naturellement plus accordés à cette fréquence universelle que d'autres ? Tu as peut-être senti quelque chose changer ces dernières années, pas seulement dans le monde extérieur, mais en toi. Comme si une pression s'accumulait, comme si quelque chose tentait d'émerger, comme si les anciennes façons d'être ne suffisaient plus, ne te convenaient plus, ne te ressemblaient plus vraiment. Ce que tu ressens a un nom. En astrologie évolutive, on appelle ça un transit de rupture. Et les transits de Pluton et d'Uranus que nous vivons collectivement depuis le début de cette décennie sont parmi les plus puissants de notre génération. Pluton en Verseau a commencé un cycle de transformation qui ne se reproduira pas de sitôt. Il déchire les structures, expose ce qui était caché, force les âmes à se confronter à leur vérité profonde. Et Uranus, ce grand perturbateur, continue sa traversée du Taureau, secouant tout ce qui semblait solide, les fondations, les certitudes, les identités figées. Pour les élus, ceux qui ont la sensibilité et l'ouverture nécessaires, ces transits ne sont pas des menaces. Ils sont des invitations à se réveiller, à cesser de vivre à la surface, à plonger dans la profondeur de leur propre esprit et à découvrir ce qui les attend là-bas. Mais comment faire concrètement ? Comment passe-t-on de la surface à la profondeur ? C'est ici que les neurosciences et la spiritualité se serrent la main d'une façon fascinante. Il y a des décennies, les scientifiques ont commencé à étudier les ondes cérébrales et ont découvert que le cerveau produit différentes fréquences d'activité électrique selon son état. En état d'éveil normal, il produit principalement des ondes bêta, rapides, actives, logiques. C'est l'état du bruit. Quand tu te détends profondément, le cerveau glisse vers les ondes alpha, calme, ouvert, réceptif, là où les idées viennent naturellement sans forcer. Puis il y a les ondes θ, celles qu'on trouve entre l'éveil et le sommeil, celles des rêveurs, des chamans, des méditants profonds, des visionnaires.
Dans l'état θ, la barrière entre le conscient et le subconscient s'amenuise considérablement. Les souvenirs profonds remontent, les patterns inconscients deviennent visibles. Et la créativité, l'intuition, la capacité à trouver des solutions que l'esprit logique n'aurait jamais trouvées s'ouvre comme une fleur. Les anciens le savaient, pas avec les mêmes mots ni les mêmes instruments, mais les rituels de méditation, les pratiques contemplatives, les veilles nocturnes des temples, les bains de son des prêtres égyptiens, tout ça visait le même état. Atteindre les ondes θ, entrer dans la zone, toucher la fréquence universelle. Et tu sais ce qui se passe quand tu touches cette fréquence régulièrement ? Les études sur la neuroplasticité ont montré quelque chose de renversant. Les personnes qui pratiquent régulièrement la méditation profonde voient des changements physiques et mesurables dans leur cerveau. L'insula, la région liée à l'empathie et à la conscience de soi, s'épaissit. Le cortex préfrontal, siège de la prise de décision et de la maîtrise émotionnelle, se renforce. L'amygdale, ce petit noyau qui déclenche la peur et la réactivité, se calme, réagit moins fort, moins vite, moins longtemps. En d'autres termes, ton cerveau change physiquement, et avec lui, ta façon de percevoir le monde, de ressentir les choses, de prendre tes décisions. La neuroscientifique Sarah Lazar, chercheuse à Harvard, a mesuré ces changements avec précision et a été elle-même surprise par ces résultats car elle était sceptique au départ. Ce qu'elle a trouvé a confirmé ce que les traditions spirituelles enseignaient depuis des millénaires. L'esprit peut se transformer. Pas métaphoriquement, pas symboliquement, littéralement, physiquement, structurellement. Il y a un secret que peu de gens comprennent sur la façon dont l'esprit fonctionne, un secret à la fois neurologique et spirituel. L'esprit ne distingue pas entre ce qui est réel et ce qui est vivement imaginé. Des expériences en neurosciences du sport ont montré que des athlètes qui s'entraînent mentalement, en visualisant leurs performances avec une précision et une intensité suffisantes, développent les mêmes connexions neuronales que les athlètes qui s'entraînent physiquement. Le cerveau ne fait pas la différence. Pour lui, une expérience vivement imaginée active les mêmes réseaux qu'une expérience réelle. Les anciens mystiques avaient compris ça d'une façon profonde. C'est pourquoi les visualisations spirituelles, les rituels, les mandalas, les méditations guidées vers des espaces intérieurs précis, tout ça n'était pas de la superstition, c'était de la neurologie appliquée sans le vocabulaire moderne. Et voici où ça devient vraiment puissant pour les élus. Les personnes qui ont une sensibilité accrue ont une capacité d'imagination et de visualisation qui peut être, quand elle est bien canalisée, phénoménale. Leur imagination n'est pas une fuite de la réalité, c'est leur outil le plus puissant. Pense à Tesla, qui visualisait ses machines dans leur intégralité avant de les construire. Pense à Einstein, qui faisait ce qu'il appelait des expériences de pensée, des voyages mentaux dans des espaces imaginaires qui ont mené à la théorie de la relativité. Pense à tous ces créateurs, ces inventeurs, ces visionnaires à travers l'histoire, qui ont tous dit la même chose de façon différente. Les vraies idées ne viennent pas de l'effort forcé, elles viennent du silence, de la réceptivité, de l'espace entre les pensées. Ce n'est pas une métaphore, c'est la façon dont le réseau neuronal par défaut interagit avec les systèmes de traitement plus profonds, dont les ondes θ créent des ponts entre des parties du cerveau qui ne communiquent normalement pas, dont l'esprit accède à quelque chose qui dépasse l'individu. Maintenant, laisse-moi te parler des signes que tu reçois peut-être sans le savoir. Parce qu'il y a une chose que l'univers fait constamment, il communique. Pas avec des mots, pas de façon linéaire, mais avec des coïncidences qui semblent trop précises pour être accidentelles, avec des répétitions de nombres, de symboles, de thèmes, avec des rencontres qui arrivent au bon moment, avec des rêves qui portent des messages. Carl Jung appelait ça la synchronicité, qu'il définissait comme une coïncidence significative, un événement extérieur qui résonne de façon frappante avec un état intérieur. Et ce n'est pas de la superstition. Jung était un psychiatre rigoureux, un des esprits les plus brillants du XXe siècle. Il disait que la psyché et le monde extérieur ne sont pas totalement séparés, qu'il existe une couche de réalité où ils se touchent, où l'intérieur et l'extérieur se parlent. Les astrologues appelaient ça la correspondance, comme en haut, comme en bas, comme dedans, comme dehors. Et les neurosciences modernes commencent à explorer quelque chose de similaire avec les théories de la conscience quantique. Des physiciens comme Roger Penrose et des anesthésistes comme Stuart Hameroff ont proposé une théorie controversée mais fascinante selon laquelle la conscience naît de processus quantiques dans les microtubules des neurones. Si c'est vrai, si la conscience est fondamentalement quantique, alors les frontières entre un esprit et un autre, entre un esprit et l'univers, sont peut-être beaucoup plus poreuses que nous le pensions. Et les synchronicités ne seraient plus des accidents, elles seraient des messages que l'univers envoie à ceux qui sont assez éveillés pour les recevoir. Mais voilà le piège, et je veux que tu l'entendes clairement. Recevoir des messages ne suffit pas. Les avoir n'est pas pareil que les comprendre. Les comprendre n'est pas pareil que les intégrer. Et les intégrer n'est pas pareil que les incarner.
Il y a des gens qui passent leur vie à collectionner des révélations, à lire des livres spirituels, à regarder des vidéos, à accumuler des connaissances ésotériques, et pourtant rien ne change vraiment dans leur vie, parce qu'ils ont oublié quelque chose d'essentiel. La transformation ne se produit pas dans la tête, elle se produit dans le corps, dans les habitudes, dans les structures quotidiennes, dans la façon dont tu vis ton lundi matin autant que ta méditation de dimanche soir. Les anciens initiés ne lisaient pas sur les mystères, ils les vivaient, ils les incarnaient dans chaque geste, chaque relation, chaque choix. Et les neurosciences confirment cela. Les patterns que tu veux créer ne s'ancrent pas par la connaissance intellectuelle, ils s'ancrent par la répétition, par l'expérience, par le corps autant que par l'esprit. La transformation réelle est toujours incarnée, toujours quotidienne, toujours inconfortable au début. Et c'est là que je veux te poser une question directe, pas rhétorique, vraiment directe. Qu'est-ce que tu fais chaque jour pour aller plus loin dans ton esprit? Pas lire, pas regarder, pas écouter, faire. Parce que la vérité que cette vidéo voulait te transmettre depuis le début, c'est que le potentiel est déjà là, il a toujours été là, encodé dans ton thème natal, inscrit dans ton architecture neuronale, murmuré par les transits planétaires qui te traversent comme une rivière traverse un rocher. Mais un potentiel non activé est une graine qui ne germe pas, et les graines ne germent pas par hasard, elles germent parce que quelqu'un les plante, les arrose, les protège, les place dans la lumière. Toi, tu es à la fois la graine et le jardinier. Laisse-moi te laisser avec une image. Imagine la nuit, une vraie nuit, loin des villes, le genre de nuit où tu vois la Voie lactée s'étirer d'un horizon à l'autre. Tu lèves les yeux et tu te rends compte que la lumière qui te parvient de ces étoiles a voyagé pendant des centaines, des milliers, parfois des millions d'années pour atteindre tes rétines en ce moment précis. Ces photons ont traversé le vide infini de l'espace depuis avant que l'humanité existe, et ils ont atterri sur tes rétines, traversé tes nerfs optiques, déclenché des patterns dans ton cortex visuel, créé une expérience, un sentiment, peut-être même un vertige. Tu es le point d'arrivée d'un voyage de millions d'années. Tu es le moment où l'univers se regarde lui-même. Et si ce n'est pas ça un élu, alors je ne sais pas ce que c'est. 90% des gens ne savent pas utiliser leur esprit, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est vraiment. Ils croient que c'est une machine à penser, un outil de calcul, un générateur de plans. Mais c'est une antenne, un miroir, un pont entre ce que tu es et ce que tu peux devenir, entre ce que tu perçois et ce qui existe vraiment, entre les étoiles et la Terre. Les neurosciences te donnent la carte du cerveau, l'astrologie te donne la carte de l'âme, et les traditions spirituelles te donnent la méthode pour les faire dialoguer. Tu as maintenant les trois. Ce que tu en fais, ce que tu plantes dans le silence que tu te donneras ce soir, ce que tu décideras de transformer dès demain matin, ça, c'est ton choix. Mais souviens-toi, l'univers n'envoie ses messages à ceux qui ne les cherchent pas. Le fait que tu sois ici, que tu aies regardé jusqu'à la fin, que quelque chose en toi est gardé présent tout au long de cette vidéo, ce n'est pas un accident, c'est un signe. À toi de décider ce que tu en feras.